Bienvenue à tous et à toutes. Merci de prendre le temps et on apprécie votre présence. Aujourd'hui, on va vous parler de la culture et de la consommation du café et du cacao en Colombie. Donc, un module encore très intéressant. On va débuter, nous, par le cacao. Donc, j'ai un invité très spécial avec nous ce matin qui s'appelle Juan Hurtado, qui est en fait un ex-cultivateur de coca et qui a exactement fait tout ce chemin de transition sociale, économique et aussi évolué dans sa mentalité par rapport à l'environnement, de ex-cultivateur de coca à cultivateur de cacao. Donc un parcours très enrichissant, très intéressant. Il est devenu un moteur pour l'économie cacaotière en Colombie. Et il a beaucoup impulsé et continue d'impulser beaucoup ce type de transition sociale et de transformation à travers toute la Colombie. Donc, on va commencer avec la culture. Donc, en gros, je vais demander à Juan quelle était la culture du cacao traditionnellement, originellement, puisque vous le savez, pour ceux qui ont suivi le premier module, on est un pays d'origine du cacao criollo dans le monde. Hein, il vient de Colombie, bon, notamment, et du Pérou et l'Équateur. Et ensuite, comment a évolué cette culture par rapport à certains plans du gouvernement et aussi une volonté aussi des acteurs et des communautés rurales traditionnelles, afro, indigènes et autres. Et ensuite, on passera à un petit moment consommation. Qu'est-ce qui se consomme, comment ça se consomme. Donc, on est, comme vous le voyez, dans une petite boutique qui nous a gentiment qui nous a ouvert ses portes, puisque, comme vous le savez, on est toujours en période de Covid, donc on n'a pas forcément encore tous les magasins ouverts. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on vous parlera un peu des petites tendances et des produits très colombiens qui se font ici sur le marché domestique. Juan, ¿puedes contarnos un poquito cómo es la cultura del cacao, la cultura tradicional, cómo era la cultura tradicional del cacao, cómo se estableció y de ahí cómo pasamos a esta cultura nuevamente cacaotera que se está desarrollando en el país? Je demande à Juan de nous décrire donc, la culture du cacao ici en Colombie depuis les années 1960 jusqu'à aujourd'hui, pour nous donner un petit parcours et qu'on voit l'évolution et les différentes actions qui se sont faites de transition. Voilà. Juan, cuéntanos. Gracias, muy buenos días de nuevo. No, pues simplemente es recordar que Colombia está ubicada en la zona amazónica. Gran parte de Colombia, o la Amazonía hace gran parte de Colombia, originó el cacao. O sea, el cacao en Colombia no es nuevo. Hace mucho tiempo, desde la época de la colonia, desde muchos tiempos anteriores, pues el cacao jugaba un papel importante en la economía de muchas familias campesinas. Simplemente que nunca había tenido la relevancia que tiene ahora. Siempre lo habíamos visto ahí como un producto más de supervivencia, como un producto de seguridad alimentaria. Durante mucho tiempo fue comida de los indígenas, de los obreros, de los campesinos. Ahora, en los últimos... Para traducir. Donc, Juan nous commentait que depuis à peu près 1960, le cacao était finalement un élément de la communauté, en rien de type commercial, et un élément très véhiculé dans les communautés afro, indigènes surtout, et que c'est simplement quelques années que ça s'est beaucoup développé dans d'autres communautés de tradition plus rurale, plus paysanne, par rapport a différents programmes. Et là, il va continuer à développer. En los últimos 20 años ha habido un gran impulso a la cacaocultura, al cultivo como un elemento fundamental para el desarrollo económico de muchas zonas rurales, zonas que especialmente fueron afectadas pues, por el conflicto armado que muchos conocen de Colombia y especialmente por la siembra de cultivos de coca. La vida puso la coca en nuestro camino, nos hizo cometer muchos errores y hoy el cacao es la herramienta que nos permite empezar a superar esa etapa difícil de nuestras vidas. Et Juan nous explique que ça fait à peu près 20 ans qu'il y a une culture du cacao qui est en train de venir en Colombie. Il expliquait qu'effectivement, la coca a entraîné énormément de conflits. Ça a été une grande erreur par beaucoup de communautés paysannes
Bon, il parle d'erreur en fait. C'est un terme très noble parce que souvent les gens sont forcés. Mais du coup, ce cacao donne de l'espoir pour la transition à la paix, en même temps apporte de la stabilité. Et le gouvernement a énormément poussé maintenant pour aider au développement au niveau national de l'établissement de culture de cacao. Donc pour lui, c'est un grand espoir pour oublier le passé et construire une nouvelle page et un nouvel avenir et donner de l'espoir à toutes ces communautés paysannes, qu'elles soient traditionnelles, rurales ou afro ou indigènes. Para nadie es un secreto el terrible problema que ha originado no solamente en Colombia, sino para la humanidad entera el narcotráfico. Y hoy el cacao se ha convertido en Colombia en esa importante herramienta, repito, para poder sustituir los cultivos de coca y especialmente para que muchas familias campesinas como la mía y como la de muchas regiones de Colombia, pues encuentren un tema de legalidad, encuentren un tema de productividad, un tema de mejoramiento en sus condiciones ambientales, sociales, económicas, todas esas cosas que el cacao nos permite hoy vivir. Et oui, Juan est justement un exemple de cette transition, de l'introduction que je faisais au départ. Donc pour eux, c'est vraiment un nouveau genre de vie. Ça va apporter de la stabilité dans les foyers. Ils vont pouvoir travailler sans terreur. Ils vont pouvoir aussi être beaucoup plus proches de la partie écologique, puisqu'il y a une conscientisation qui vient se faire grâce au cacao dans les plans de substitution de la coca au cacao, parce qu'il y avait beaucoup de dégradation des terres. Vous imaginez bien, pour défraîchir toutes les terres pour planter de la coca. Donc du coup, ils ont à la fois une transformation économique, une transformation sociale et aussi une conscientisation qui se fait au niveau de l'écologie. Et ça va me permettre de faire la transition pour demander à Juan, puisque pour le présenter un petit peu plus, lui, il a connu cette transition, ça fait maintenant 10 ans. Il est devenu un petit peu l'emblème de ce paysan ex-cultivateur de coca en cultivateur de cacao et de très bon cacao. Donc je vais lui demander maintenant de sa perspective, qu'est-ce qui a entraîné cette transition, cette transformation et quels sont les efforts aussi qu'il a fallu fournir pour en arriver, parce que c'est pas simple, c'est un contexte de narcotrafic tenu par des territoires, tenus par des cartels. Donc tous les établissements de cacao sont finalement dans des zones de coca. Donc ça crée des tensions et c'est pas toujours très simple de pouvoir sortir de cela et de ce cercle. Donc je vais lui demander maintenant finalement s'il peut nous partager un peu de son expérience personnelle, comment il l'a vécu, quels ont été les efforts, un peu le prix à payer pour sortir de là et quelles sont demain les prochaines étapes et les prochaines phases qu'il voit pour pouvoir stabiliser vraiment ce mouvement de substitution. Juan, si nos puedes contar ahorita más de tu vida, ¿qué te costó también salir de este estado de cultivador de coca hacia el cultivador de cacao en un contexto social, contexto económico, la concientización ecológica? ¿Cómo fue? Porque hace más o menos 10 años, si no digo tonterías, 15 años que está en eso. ¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Qué podrías recomendar, por ejemplo, a personas que quieren también, como tú, seguir este ejemplo de salir adelante, de salir de la coca, ir hacia el cacao? Y que la audiencia nuestra entiende también los esfuerzos, el propósito, ¿no? La fuerza que requiere uno para lograrlo. La sociedad colombiana en algún momento perdimos el rumbo debido al narcotráfico, debido al conflicto, pues nos perdimos. Hubo 2 generaciones de colombianos que cogimos el camino de la violencia, que cogimos el camino de la ilegalidad. Hace ya 15 años que el cacao llegó a nuestras vidas. Yo soy un campesino como cualquier campesino de Colombia. Me involucré en temas de ilegalidad, me involucré en muchos temas difíciles hasta de contar. Pero gracias a Dios el cacao llegó y transformó nuestras vidas, no solamente la mía, sino de muchas familias. Se convirtió en esa oportunidad que nos permitía redimirnos ante la sociedad especialmente y convertirnos en un ejemplo a seguir especialmente para las nuevas generaciones. Queremos construir una Colombia diferente, queremos construir una Colombia en paz, una Colombia donde podamos vivir. Y elementos o frutos como el cacao nos ayudan en eso. Hoy queremos que la comunidad internacional conozca que el cacao es el fruto de la paz, que es la herramienta que construye paz en Colombia, que reconcilia y que nos permite soñar que en poco tiempo Colombia va a superar esas dificultades y se va a convertir en un importante jugador de cacaos de excelentísima calidad.
La vida mía ha sido de la ilegalidad a la legalidad y hoy estoy satisfecho, muy satisfecho, poderles decir que en la legalidad he encontrado las mejores y mayores oportunidades que siendo ilegal. Et donc, Juan nous explique que ça fait à peu près maintenant, donc un peu plus de 15 ans qu'a commencé ce process. Et en fait, selon lui, c'est un process qui doit venir des anciens pour que les nouveaux, les jeunes générations voient un espoir. C'est très important ce qu'il vient de dire parce que bon, il est très humble et très noble, donc il n'a pas encore vraiment parlé de son propre effort et de sa propre transition et transformation sociale parce que c'est pas non plus très simple. C'est très très dur de faire cette transition, surtout dans des régions de conflit, aujourd'hui qu'on dirait de post-conflit, puisqu'il y a un poids très fort socialement, à la fois des cartels et des sociétés, des communautés qui vivent de la coca là-bas sur place. Par contre, il nous parle surtout des nouvelles générations. Donc pour lui, on va dire le déclic, ça a été de dire que si eux, à sa génération, ne le faisaient pas, il y a eu, selon lui, 2 à 3 générations qui ont été, entre guillemets, mortes par rapport à la culture de la coca. Donc, c'était donner l'exemple aux jeunes. C'est ça qu'il nous dit. C'est un exemple très fort pour les nouvelles générations en disant que le cacao peut être l'outil et doit être l'outil de la paix. Et donc maintenant, c'est de s'efforcer comme il dit, à offrir au monde un cacao de la paix de grande qualité avec des attributs sociaux, économiques et environnementaux. Je vais quand même un tout petit peu insister sur sa vie propre, et puis après je rebondirai ensuite sur d'autres questions. Juan, ¿puedes darnos unos ejemplos de lo que te tocó hacer por tu propia transición? O sea, mentalmente, físicamente, me imagino cambiar el chip, ¿no? De la comunidad, de tus propios amigos, de tu propia familia. Y el mío personalmente. Y el tuyo, exactamente, y el tuyo. ¿Cómo se hizo? Si puedes describir. Son cosas que pasan en la vida. Después de trasegar por la ilegalidad, después de cometer muchos errores, de meternos en cosas de violencia, la vida le pone a uno pequeños momentos en los cuales le dice, oiga, cambie. Alguna vez tenía un laboratorio donde procesaba pasta de coca y tenía por esa época, hace 15 años, hoy mi hijo tiene 25, mi hijo de 10 años me acompañaba. Y cuando vi un día a mi hijo involucrándose en el tema del proceso de la cocaína, me pareció ridículo lo que hacía, me pareció terrible el ejemplo que le estaba dando a mi hijo. Y ese día dije, voy a hacer todo el esfuerzo de mi vida para salirme de esto y darle un mejor ejemplo a mi hijo. Y así muchas familias han querido y han encontrado en el cacao la oportunidad de transformar ese entorno que por circunstancias de la vida nos tocó vivir. No lo elegimos, no lo decidimos nosotros, era lo que había en el momento y era lo que hacíamos. Hoy, gracias al cacao, tenemos una visión diferente. Nuestros hijos se están preparando, nuestros hijos tienen una visión diferente del tema social, del tema económico, del tema ambiental. Y eso nos augura lo que les digo, que Colombia va a transformar su sociedad y va a convertirse en ese país que queremos y queremos mostrarle al mundo que a través de cultivos como el cacao, como muchas otras áreas productivas, podemos entregarle al mundo cosas importantes, no solamente cosas malas que se conocen del país, sino cosas mejores. Entonces hay pequeñas cosas, la violencia, la muerte de unos amigos un día, donde nos reunimos un grupo de amigos convencidos de que íbamos a planear una venganza porque nos habían matado a nuestros amigos. Y un amigo dijo que no valía la pena seguirnos matando. Y ese día dijimos, no vale la pena seguirnos matando. Y decidimos buscar otro camino, decidimos buscar otro rumbo, otra ruta que nos condujera a lo que les digo, a convertirnos más que en millonarios o en cualquier otra cosa, es en convertirnos en un referente para que Colombia pueda tener una mejor sociedad. Muchas gracias. C'est très, très touchant ce que vient de nous dire Juan. Donc, je vais essayer de le dire avec beaucoup d'humilité aussi et de le retranscrire le mieux possible. Parce que là, il vient de nous dire exactement ce qui s'est passé. En fait, c'est venu de quelques détails à des moments bien précis. Par exemple, un jour, il y a une quinzaine d'années, il était dans un labo de coca, il fabriquait de la pâte de coca, et il y avait son fils de 10 ans avec lui, qui commençait à s'y mettre aussi. Du coup, par exemple, hein, les enfants copient. Donc là, il a eu un premier choc en disant que ce qu'il faisait
ça allait vraiment très très mal. Il y a eu un deuxième choc qui est venu derrière, c'est qu'ils préparaient une vengeance avec des amis d'un groupe qui avait tué des amis à eux. Et apparemment, un ami du lot est sorti en disant que ça ne servait à rien de continuer dans ce chemin puisque ça ferait que des morts et des morts et des morts en plus. Donc, bon, c'est le chemin de l'amour. Et donc voilà, ça a été déjà deux déclics importants pour lui et pour les autres. Et à partir de là, ils ont décidé de faire le chemin dur, de changer intérieurement, de devenir un référent, comme il dit, pour ses enfants et les prochaines générations. Et voilà, dans son cas, ça a été ces deux grosses images et ces deux gros moments qui ont été les grands déclics. En gros, il avait le choix entre une vie de violence et de traîner ses enfants dedans et ses enfants dès ses enfants. Et il y a eu ces deux déclics qui sont venus voilà, le sauver de cette vie, malheureusement, qui a une fin toujours tragique. Et maintenant, le but pour eux, c'est vraiment que le monde sache que Colombia n'a pas que des choses mal à proposer. Et justement, par le cacao, ils trouvent cette sortie, cet espoir à donner aux jeunes qui commencent à se conscientiser, comme je disais auparavant, à avoir un espoir économique avec ce fruit. Et puis surtout, vraiment, pour lui et pour les gens, c'est vraiment de positionner la Colombie comme un producteur et un fournisseur au monde d'un produit de paix et d'un produit d'excellente qualité avec lequel les gens ont du plaisir. Et que ce soit plus du tout cette notion de violence et de malheur et de tragédie qui soit derrière. Voilà. Muchas gracias, Juan, por tu testigo. Es muy emocionante. Alors, je vais aller sur un thème un peu plus doux. On va voir subtil, quelles sont un petit peu les nouvelles tendances. Et puis ensuite, si vous avez quelques questions, on sera ravis de vous y répondre, puisque pour l'instant, on est assez bien dans les temps, donc je suis content, c'est plus facile avec la traduction instantanée. Juan, donc je vais demander à Juan un petit peu la consommation, d'expliquer un peu le marché domestique, et puis ensuite, on fera un petit tour dans la boutique au niveau des produits. Et puis, comme vous le voyez ici, si vous le voyez bien, on a voilà, préparé, attendez, si vous voyez, non, voilà, par là. Voilà, on a préparé deux petits chocolats fait maison, vous voyez, dans un beau petit pot en terre, comme on se fait traditionnellement à la maison, avec toujours ce petit instrument assez marrant d'ailleurs. Ça, c'est pour mélanger le chocolat et le lait ou l'eau. Donc, on en parlera juste après. Donc, je vais lui demander déjà la première question sur la consommation sur le marché domestique et comment a évolutionné un petit peu cette consommation. Juan, ¿cómo tradicionalmente se consume el chocolate? De pronto se consume también el grano, el cacao, en las comunidades indígenas. Si nos puedes describir a través de la comunidad indígena o la comunidad afro o la comunidad campesina tradicional, cómo se consume en casa el chocolate y cómo es el mercado doméstico, para dar un contexto a nuestra audiencia. Como les decía, el cacao no es nuevo en Colombia, es una tradición. El 80% de los desayunos en Colombia contienen cacao. Es una bebida caliente del desayuno, muy, muy tradicional, especialmente en las zonas rurales. En las zonas rurales es muy común que el desayuno debe tener chocolate, debe tener cacao, como lo llamamos nosotros. Y muy comúnmente el chocolate o el cacao se revuelve con otras harinas. Y de ahí sale una bebida que tradicionalmente llamamos la chucula. Es una mezcla entre cacao y maíz, que es lo más común que se toma, especialmente en muchas regiones, vuelvo y digo, campesinas del país. El consumo en Colombia ha venido creciendo, gracias a Dios. Hoy tenemos una gran industria, dos grandes industrias, la Compañía Nacional de Chocolates, la Casa Luker, que absorben tal vez el 80-90% de la cosecha nacional, y estamos por fin logrando generar excedentes para el mercado internacional de cacao de muy buena calidad. Ya tenemos tiendas como las que les está mostrando Gregory, ha venido creciendo, ya se generan ferias donde se posiciona el cacao colombiano, y muy especialmente desde el Estado colombiano se han venido generando unas políticas buenas o excelentes políticas para que el cacao se convierta en un excelente generador de desarrollo y oportunidades para toda Colombia. Okay. Pero el cacao se consume más en leche o en agua?
Comúnmente se hace en leche, también en agua. Es muy común, dependiendo del gusto, pero existen las dos. Pero en las zonas rurales es más en agua. Más en agua. Donc, Juan nous disait qu'il y a deux types de chocolat. Donc déjà, Como bebida caliente. voilà, comme chocolat chaud, hein, ce que nous, là-bas, peut-être, surtout en France, on connaît à travers, par exemple, Poulain. Eux, ici, en fait, c'est du chocolat qu'ils fabriquent eux-mêmes de manière artisanale. Et ce sont des espèces de petites barres. Donc, c'est pas de la poudre, hein, c'est des barres de la pâte de cacao à 100% qu'ils mélangent avec de l'eau et du sucre ou de la panela. Et il y a un deuxième, donc ça c'est pour les chocolats chauds, et il y a un deuxième type de chocolat aussi très consumé dans le pays et dans toutes les communautés très rurales, très paysannes. C'est un mélange de cacao et de maïs. Pareil, qu'ils mettent dans l'eau et qu'ils mélangent auquel ils rajoutent du sucre. Donc c'est très traditionnel. Ensuite, il nous commentait un petit peu donc, par rapport à ce marché domestique. On a à peu près 90% du cacao qui est consommé ici en Colombie, donc dans le marché interne. De ces 90%, il y a au moins 70% de ce chocolat de table, ce qu'ils appellent chocolaté des mesas, donc le chocolat au lait chaud, qui est bu traditionnellement là, tous les matins. Par contre, je vais lui demander une petite question d'anecdote, puisque moi qui connais pas mal la Colombie, ayant voyagé beaucoup dans ce pays, il y a une zone qui s'appelle l'Eje Cafetero. Donc, c'est toute la zone de production café du pays, très reconnue maintenant dans le monde, qui en fait consomme du chocolat le matin et non un café. Et la zone de production où je vis, qui est la plus grande zone de production de cacao du pays, qui est Santander, où ils consument en fait du café. Donc je vais lui demander, je vais me permettre cette petite anecdote, cette question, à voir quelle est cette complexité sociale et culturelle, puisque là où se produit le plus de café se consomme le chocolat, et là où se consomme le plus de chocolat se consomme le café le matin. Juan, ¿puedes explicarnos por qué en el eje cafetero se consume chocolate en las mañanas y por qué en el eje cacautero, por decirlo así, en Santander, mi región, se consume el café? Sí, son dos productos emblemáticos de la agricultura y de la producción colombiana. El café, ahora el cacao ha venido tomando mucho impulso y ha sido muy tradicional. El tinto por la mañana o café a la hora de levantarnos es tradicional de casi de todas las regiones de Colombia, y el chocolate al desayuno es muy tradicional, casi en todas las regiones de Colombia. Sí. ¿Y por qué esta contradicción entre el eje cafetero y el eje cacautero, por decirlo así? Es un tema cultural. Es un tema cultural donde los abuelos pues se levantaban tomando café y desayunaban con chocolate, y así se quedó. En la zona cafetera es muy tradicional. Si tú vas a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, tomas tinto, y al desayuno es cultural tomar chocolate. Chocolate caliente, chocolate espeso, batido con molinillo en una olleta. Todas esas cosas que queremos que nuestros amigos extranjeros, ustedes, pues puedan venir y conocer de la cultura del cacao colombiano. Hoy el cacao se ha convertido en un elemento fundamental para emprender en Colombia. La chocolatería artesanal y la chocolatería en sí se ha convertido en una oportunidad para muchos jóvenes, especialmente rurales, hombres y mujeres, que encuentran en eso la oportunidad de generar unos mejores ingresos y de generar oportunidades laborales. Entonces es muy bonito lo que nos está pasando alrededor del chocolate, porque en la medida en que estos emprendimientos crezcan, se va a generar una cultura mucho más amplia, que seguramente el día que ustedes la puedan conocer van a descubrir un país donde la chocolatería se convierte en una muy buena oportunidad y en un muy buen negocio, y especialmente en algo que haga ver a Colombia de una manera diferente, de una manera mejor. Consumir chocolates es una maravilla, ustedes lo han vivido la experiencia en Europa. Sería maravilloso que pudiéramos fortalecer y hacer crecer esa cultura y diversificar esa cultura del chocolate colombiano. Aquí es muy tradicional el chocolate como bebida caliente. Hay veces no sabíamos que existían otras cosas. Hoy estamos descubriendo cómo con chocolate se pueden hacer montones, infinidad de cosas, de productos, y por eso queremos mostrar y también aprender, que vengan, nos enseñen, nos transmitan ese conocimiento para así poder seguir generando desarrollo sostenible en nuestros territorios. Muy bien. Gracias, Juan. Donc Juan nous répond que finalement, ça vient des grands-parents et des arrière-grands-parents et des arrière-arrière-grands-parents. Finalement, enfin, en fait, dans ces deux régions, c'est développé la double culture
Sauf que dans une, si vous arrivez vers 4-5 heures du matin, ils vont consommer le café et ensuite vers 8-9 heures le chocolat. Et dans l'autre, ce sera l'inverse, ils vont consommer un chocolat et puis un peu plus tard, ils consommeront du café. Donc il y a vraiment une double culture qui s'est installée au fil des générations. Euh, Ensuite, il a beaucoup développé sur le fait que très traditionnellement, ici, comme je vous le disais aussi, 70% des 90% de la consommation interne, c'est du chocolaté le matin, du chocolat chaud. Il découvre assez maintenant 5-6 ans vraiment, allez peut-être 10, mais vraiment les innovations produits, ou en tout cas le développement produit plus transformé, plus travaillé, est très récent. Donc il invite tous les chocolatiers, bien évidemment, à venir nous visiter ici et à transmettre. C'était une invitation au transfert de savoir et de connaissances. Ils ont maintenant très soif de connaissances et de savoir. Ils savent aujourd'hui, en s'ouvrant sur le monde, parce que c'est un pays, il ne faut pas oublier, qui depuis pas très longtemps ouvert sur le monde, qui était très renfermé. Donc ils s'enrichissent aussi de ces expériences. Ils ont envie de connaître beaucoup davantage pour faire toujours mieux, pour créer, pour innover, et toujours dans l'espoir que ça donne plus de retombées pour les nouvelles générations, puisque je vais en profiter pour le dire, il y a un trou générationnel qui s'est fait à cause du narcotrafic, et aussi parce que les jeunes, malheureusement, dès 14 ans, s'en vont dans les villes et ne veulent plus travailler dans les champs. Ce n'est pas un phénomène exclusivement colombien, je peux dire qu'à l'échelle d'Amérique latine et d'Afrique, c'est un problème très grave que nous voyons, parce qu'il n'y a pas d'espoir au niveau de l'agriculture. Donc le cacao, encore une fois, il y revient souvent, mais c'est compréhensible. C'est vraiment un grand espoir qu'ils veulent donner aux nouvelles générations. C'est pour ça qu'ils veulent se battre à faire un cacao d'excellence. Et c'est pour ça qu'ils nous invitent sans arrêt, nous, les étrangers, j'ai envie de dire, en tout cas les gens de l'extérieur, à venir partager, connaître, que ce soit socialement, le produit, technologiquement parlant, leur donner des moyens, du transfert de connaissances. C'est ce qui va leur permettre d'aller plus loin et de concrétiser ce rêve d'avoir un pays stable et de sortir vraiment de cet enfer de la coca. Euh, je vais en profiter pour résumer très rapidement avec Juan. Il nous reste quelques minutes à peine, allez, on va dire 7. Si je déborde un tout petit peu, Ludo m'en voudra pas. Donc, pour revenir sur la culture, comme vous l'avez compris, et je vais laisser le dernier mot à Juan après, ça a été un gros effort déjà des communautés, mais ensuite ça a été très soutenu par le gouvernement, parce que finalement, que vous compreniez aussi, la substitution, pourquoi de la coca au cacao et pas pourquoi les fruits et pas pourquoi le café, parce qu'il y a eu en fait une socialisation de ces projets-là qui ont été faits dans le pays, et la plupart du temps, les communautés demandaient le cacao comme outil de transition de paix et comme outil économique. Pourquoi? Parce que avec le cacao, ça peut se vendre sec et ça peut stocker. Le fruit, quand on est dans des endroits retirés en culture de coca et qu'on ne vend pas dans les quelques jours, les quelques semaines, on perd sa production, donc on perd économiquement de l'argent qu'on ne retrouve jamais. Le cacao peut se stocker, peut se transformer. Donc c'était quelque chose de très bien pensé stratégiquement pour le bien des communautés et donner une stabilité économique. Donc ça, c'est un point majeur. Je vais lui poser juste la question finale, et puis ensuite je vous montrerai très rapidement dans la vitrine les quelques produits que nous avons, par exemple ici à Bogota, dans une petite boutique très sympa, que vous voyez un petit peu où on en est au niveau des créations et des produits. Juan, euh, por terminar, ¿cuál sería tu mensaje a la audiencia para de una forma que entiendan de dónde venimos, dónde vamos, cuáles son los pasos todavía por hacer para consolidar esta cultura cacautera gracias a tu transformación, tu impulso, la de las comunidades, acompañando obviamente por los programas del gobierno también que apoyan. ¿Cuál sería tu mensaje para resumir un poco tu pensamiento de hoy y por dónde vamos para mañana? Hoy, gracias a Dios y gracias al cacao, muchas comunidades hemos podido avanzar, especialmente consolidando procesos de legalidad en nuestros territorios, superando procesos de violencia. Eso ha sido fundamental. Queremos seguir caminando en eso, queremos seguir ampliando áreas para que el cacao se convierta en un producto emblemático de nuestro país. Queremos seguir aprendiendo sobre temas de chocolatería para poder generar agregación de valor desde nuestros territorios, poder producir, poder ofertar al mercado nacional e internacional
productos de altísima calidad, no solamente granos, pasar de ser esos proveedores de materias primas a ser proveedores también de posibles productos terminados o semielaborados. Y para eso pues requerimos el apoyo de la comunidad, de todo el mundo, especialmente del Estado, y quiero reconocer muy especialmente el apoyo de la comunidad internacional. Para nadie es un secreto el inmenso apoyo o el inmenso interés que ha tenido la comunidad internacional en la construcción de la paz en Colombia. Y la forma de consolidar la paz en Colombia es haciendo cosas como la que nosotros hemos hecho, como los cacaoteros de Colombia, como los chocolateros de Colombia han visto en esta iniciativa o en este cultivo la alternativa que nos permite desligarnos de todas esas cosas terribles que nos pasan y que todavía tristemente tenemos que reconocer que nos pasan. Estamos haciendo el esfuerzo, estamos haciendo muchas cosas. Queremos consolidar nuestro país como un importante jugador en el mercado de cacao fino y aroma. Seguramente ustedes como chocolateros pues han escuchado o conocen de la calidad del cacao colombiano. Queremos consolidarnos en ese nicho de mercado de cacao finos y de aroma, donde podamos especialmente mediante el acceso a esos mercados, pues transferir a nuestras regiones, a nuestros campesinos, a nuestros productores un mejor precio, una mejor oportunidad, ese tema social y así equilibrar de pronto esa desigualdad económica que hay en nuestro país. No es que queramos que Colombia siga en un conflicto eterno que nos hemos involucrado. Sabemos construir la paz, queremos construir la paz y estamos seguros que con el apoyo de personas como ustedes, cuando nos compran un grano de cacao, cuando nos compran un producto, cuando hablamos bien del cacao colombiano, estamos ayudando a construir esa paz que tanto anhelamos, no solamente los colombianos, sino el mundo entero. Entonces, de verdad, muchas gracias a ustedes por escucharnos y ojalá un día puedan conocer Colombia y puedan venir y disfrutar de las delicias del chocolate colombiano y de las bellezas de nuestro país. Super. Muchas gracias, Juan. Voy a traducir. Le voy a traduire. Alors, donc, Juan nous dit que effectivement, ils ont franchi un grand cap qui est cette stabilité dans le conflit. Ils ont supéré une grande vague de violence. Aujourd'hui, il faut regarder vers l'avant. Et donc, il vous remercie beaucoup d'être présent aujourd'hui. Et il remercie aussi les agences de coopération internationale, les gens comme moi, les gens comme vous, tous ceux qui peuvent venir ici aider à ce processus de transition, puisque, comme il l'a très bien dit, donc ils sont sortis, ils ont supéré, ils ont réussi à vaincre cette vague de violence, à entrer dans une transition, et maintenant il faut maintenir cette transition et aller plus loin. Et c'est là où on a besoin de l'extérieur, comme il dit très bien. On a besoin d'appui économique, on a besoin des appuis sociaux, on a besoin de visites. Donc, forcément, il vous invite tous à venir le rejoindre ici, à visiter la Colombie, à visiter ces zones où les gens ont fait énormément d'efforts pour sortir d'une vie de violence à une vie stable. Il le rappelle aussi, le cacao, c'est vraiment l'outil de la paix. Donc, il faut une vraie collaboration. Donc, ils continuent, eux, à travailler pour cette paix, à travailler pour le bien des nouvelles générations, à travailler pour une grande qualité de cacao qui puisse intéresser de grands acheteurs, que ce soit petits, moyens ou grands, pour donner cette stabilité économique et sociale. C'est ce qui va garantir cette transition et ce passage à la paix et à une économie et une société stable en Colombie. Il est ravi de ce travail et finalement, pour le résumer, c'est vraiment un grand appel à la collaboration, à la coopération pour qu'on puisse y arriver et positionner le cacao colombien, comme j'y crois beaucoup, comme un des meilleurs cacaos du monde. Et on a toutes les armes, tous les gens et toutes les génétiques pour pouvoir le faire. En tout cas, un grand merci à vous, voilà ce qu'il vous dit. Et puis, vous êtes tous invités à le visiter quand on peut voyager. Il sera ravi de vous recevoir et de vous montrer voilà, les vraies valeurs de la Colombie, le vrai terroir, les vraies communautés paysannes et de sortir de cette image malheureusement qui est trop souvent véhiculée en Europe à cause de la coca. Voilà, donc un grand message d'espoir en tous les cas. Maintenant, puisqu'il me reste à peine, j'ai un tout petit peu débordé, Ludo, pardon. Je vais juste vous montrer donc comment les deux petites tasses. Alors attendez, je vais essayer de tourner. Voilà. Donc là, je vais vous montrer voilà comment c'est traditionnellement. Vous voyez, c'est très joli. Deux petites tasses de chocolat.
donc fait dans une petite marmite, la olleta, ça s'appelle. C'est ça. Ça, c'est pour mélanger le lait ou l'eau, souvent, et le chocolat. Donc, vous prenez avec vos deux mains et vous. Tiens, mais puedes tener la caméra ainsi? Voilà. Et vous prenez vos deux mains et vous venez comme ça, hop, mélanger. Hein, donc, ça vous assure un mélange parfait. Oui, bien, récupéré. Là, vous avez du chocolat en poudre, donc processé ici de manière artisanale. Là, vous avez donc les cabosses. Et là, une très beau cabosse de sa région d'origine qui est Boyaca. D'ailleurs, une région très intéressante. On en reparlera sûrement dans les prochains modules. Et là, je vais vous faire très rapidement un petit panorama. Donc là, vous avez les petites fèves de cacao qui commencent aussi on commence à à consommer ici, à intéresser les gens à goûter le grano seco, c'est-à-dire la fève crue. Et ensuite, donc vous voyez, là c'est pour traditionnellement quand on écrasait les fèves pour en faire de la poudre. Hein, donc c'est vraiment le travail artisanal, tout à la main. Donc ça, vous avez aussi les nibs qui viennent pour accompagner des yaourts, par exemple. C'est encore très peu en Europe d'ailleurs, mais c'est là où il y a toutes les grandes propriétés du cacao, puisque le moins transformé possible, il y a moins de plus grandes propriétés. Et là, comme vous le voyez, ils font des brownies, par exemple, de la arequipe. C'est une espèce de caramel très colombien, avec une fabrication très spéciale, qui a un goût caramélisé, qui n'est pas du caramel. Vous avez les petites tablettes de 80 grammes. Là, vous avez maintenant aussi des nibs, donc comme je vous l'ai montré, le gruet, ce qu'on appelle en français, avec certains mélanges comme fruits de la passion, framboise. Là, vous avez le chocolat. Il vous parlait du mélange de cacao et de maïs qui prenait, que les communautés traditionnelles paysannes prennent le matin avec de l'eau. Et enfin, vous avez maintenant la venue un petit peu de ces fameux bonbons de chocolat que vous retrouvez ici. Donc, c'est encore très nouveau parce que faut savoir que les Colombiens adorent le sucre. Donc, quand on tire trop vers le chocolat obscur, 70 et au-delà, c'est pas encore passé dans les mœurs. Mais enfin, voilà, il y a des petites boutiques comme ça qui osent. Donc, vous avez de l'amaretto, l'alcool italien, vous avez de la uchuva, qui est un produit traditionnel, vous avez fruits de la passion, vous avez de la tequila, un petit peu de menthe. Comme ils sont très friands aussi d'alcool, voilà, c'est des produits très, très colombianisés, on va dire, de chocolat pour les goûts du marché local. Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon moment. J'ai malheureusement plus que 2 minutes avant de partir, donc je ne sais pas si vous aviez des questions. On peut recevoir quelques questions avec Juan, et Alors, ensuite je vous laisserai aux mains de Ludovic. mon petit Greg, il y a des questions sur le chat. Je vais me permettre de parler au nom des gens qui sont disponibles. Est-ce qu'il y a des foires ou des salons du cacao colombien exposés? Oui, alors très bonne question. Nous avons en novembre maintenant, ça fait 4-5 ans, il y a un salon du chocolat à Bogota en novembre où là vous avez enfin pas tout le monde parce que malheureusement il faut arriver à Bogota et certaines communautés n'ont pas encore les moyens financiers pour le faire. Mais en tout cas, ça se développe. C'est une petite version comme la version de Paris, donc c'est en petit format. Mais vous avez énormément d'associations, des nouveautés, toutes les petites boutiques comme celle-ci aujourd'hui dans laquelle nous sommes, qui viennent montrer leurs produits, leurs innovations. Donc c'est en train de se développer de manière assez forte. Et effectivement, ça c'est un bel exemple puisque vous retrouvez énormément de l'industrie nationale sur cette foire. Et c'est tous les novembre à Bogota. Une autre question de Catherine, c'est de savoir est-ce que les planteurs envisagent de valoriser également le jus de fermentation? Ah, alors, aujourd'hui, non. D'ailleurs, je salue Catherine et on en a parlé un petit peu. Et il n'y a pas encore il faut des infrastructures assez pertinentes et assez performantes puisque c'est une chaîne de froid. Donc, pour l'instant, non, mais effectivement, c'est des choses qui vont se développer. Comme le disait très bien Juan, pour l'instant, ils ont réussi à établir des cultures de cacao propres, à améliorer leur process aussi de production, de post-récolte. Maintenant, ce qu'ils souhaitent, si je ne l'ai pas dit, c'est aussi voilà, de pouvoir valoriser le produit avec de la transformation locale pour générer une économie plus forte, pour éduquer aussi les consommateurs colombiens et pour générer de la valeur du producteur au consommateur.
Mais pour l'instant, effectivement, ce genre de développement produit en diversification, on est pour l'instant un petit peu loin. Mais ça ne veut pas dire que dans les 3 à 5 ans, ce n'est pas des choses qui peuvent se réaliser, mais il faudra beaucoup d'aide, je pense, du gouvernement ou de la coopération internationale pour les infrastructures notamment. Et puis, dernière petite question pratique, mais c'est le nom de la boutique de Don Juan. Il y en a peut-être qui sont en Colombie, donc ils voudraient peut-être aller faire une petite visite. Bien sûr, et ça s'appelle Cacao y Más Cacao. Je vais vous montrer, c'est la tienne. Et, tiens, le logo, on l'a. Alors, attendez, je vais vous le montrer. Il est où? Attends, je vais tourner là. Ben voilà, je vais monter là. Je vais tourner là. Voilà, vous l'avez ici. Cacao y Más Cacao. Et vous l'avez, je ne sais pas si vous le voyez aussi bien sur les petites boîtes. Voilà, Parfait. Et voilà, sinon, c'était beaucoup de remerciements. À côté du centre historique. C'est très facile à trouver. Voilà le petit logo en couleur. Là, voilà pour les questions. La propriétaire du lieu, Erwan. Voilà. Écoute, Ludo, merci. Super. Merci à vous pour vos questions et le temps que vous passez avec nous et vous nous consacrez à ces séries de webinars. On vous le redira jamais assez, mais on est très heureux de partager notre passion et avoir des invités de valeur comme Juan. C'est des choses très importantes qu'on espère véhiculer à travers le monde pour comprendre ce que peut apporter le cacao et le café. Hein, Ludo en parlera de son côté. Mais voilà, pour la Colombie, ce sont deux filières très, très importantes qui peuvent vraiment valoriser la vie des gens et apporter de meilleures conditions de vie. Donc, voilà, on y croit comme vous et encore merci de votre présence et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ludo, à toi. Merci. Ciao, ciao. Juan, ciao, ciao. Muchas gracias. Luego, de verdad que muchas gracias. Ciao. Muchas gracias. Ciao, ciao. Continuez-nous donc la présentation avec la culture et la consommation du café. Donc voilà, nous on va commencer avec Juan Carlos Gallego. Il va nous rejoindre, il est juste là à côté de moi. On attendait patiemment tout simplement la présentation du cacao. Voilà, nous on est donc ici, on est situé à Jérico, sous le petit soleil matinal, très agréable. Et puis je vais vous présenter, donc on va commencer par la culture et la consommation. Et puis avant cela, comme il vient d'apparaître à l'écran, on va commencer par présenter Juan Carlos. Juan Carlos, c'est donc, pour ceux qui ont fait le premier module, ils l'ont déjà rencontré. Il est donc torréfacteur à Jérico. Ça fait 9 ans qu'il travaille, qu'il a ouvert sa boutique dans laquelle nous sommes situés. Et il travaille, lui, ici localement avec ¿cuántos marcas tiene? 36 marques de café de producteurs. Donc là, ce sont des marques de producteurs qui sont mises en avant à l'échelle nationale. Et ensuite, je collabore donc moi avec Juan Carlos pour justement les internationaliser et les proposer en France. L'intérêt principal, c'est d'essayer de pouvoir donner et ouvrir une fenêtre, en tout cas aux producteurs, comme le fait Juan, d'ouvrir une fenêtre aux producteurs pour être, en tout cas, consommer le café des producteurs en voie directe et non pas en passant par des coopératives ou en évitant le chemin encore le plus triste qui est la grande distribution. Donc on va commencer nous le module avec la culture et la consommation. On va débuter surtout par la culture. Je vais donc partager mon écran. N'hésitez pas, si vous avez des questions au cours de l'intervention, vous pouvez les écrire sur le chat et ensuite on y répond. Voilà. Culture et consommation du café. Un petit peu décalé. Voilà. On va commencer par un premier élément qu'on avait mentionné au cours du premier module, c'est la géographie de la Colombie. Avec cette photo, on constate un petit peu dans quelle dimension est produit le café. Donc là, en premier plan, on voit à gauche la plante qui est déjà avec les fruits verts, là, et ensuite on voit les fleurs un petit peu jasmin, qu'on avait parlé au premier module, et puis surtout, on voit le décor et les montagnes très, très abruptes de cette région et d'une bonne partie de la région du café. Comme on disait pour le module 1, l'altitude est un élément principal pour la production d'Arabica. Donc, de ce paysage-là est un petit peu ce qu'on va appeler ici le paisaje cafetero, donc c'est le paysage caféier, disons, très abrupt, comme vous voyez, il y a des très belles terrasses au milieu qui sont centrées,
Voilà, vous voyez un petit peu la souris, mais on voit les terrains très abrupts. Vous imaginez un petit peu aussi comment s'effectue la récolte sur ces terres-là. Pourquoi on vous parle en fait de cela? C'est que tout simplement, ça va donner des raisons à laquelle on va expliquer ensuite la culture du café qui s'est intégrée. Donc, dans le premier module, on vous disait comment est arrivé le café, et maintenant, on va vous dire comment la graine a amené en tout cas une culture dans la Colombie très ancrée, comme une tradition vraiment patrimoniale, hein, parce que c'est vraiment un patrimoine. Qui ne connaît pas le triangle du café ou l'axe du café ou en espagnol l'eje cafetero? Même l'équipe de foot, hein, l'équipe de football de Colombia, c'est la Los Cafeteros. Non, l'équipe, la sélection, on les appelle les cafeteros. Donc voilà, on a vraiment on va dire une très grande tradition de la culture café. Donc, on va commencer par le moyen de transport. On parlait ça un peu du module 1. Le transport, le premier, avant le développement des routes, et vous avez vu un petit peu les pentes. Si on revient sur l'ancienne image, il y a quelques sentiers qui sont ouverts, mais le reste, eh bien, pour l'acheminer, on va donc utiliser la mule. La mule et le muletier, c'est deux éléments fondamentaux pour l'acheminement du café. C'est le premier pas qu'une fois que le café est récolté, on va commencer à le charger sur des mules pour en tout cas les transports et l'acheminer éventuellement sur les triadoras, donc les trieuses ou éventuellement les torréfacteurs. Donc c'est un ancien moyen de transport, mais qui est encore très utilisé aujourd'hui. De pronto, Juan Carlos, tú nos puedes decir si realmente se usa aún la mula de manera. Aún. Je demande si ça a été utilisé, la mule. Buenas tardes. En el pueblo aún sigue llegando el café en mulas. Hay muchos sectores donde no hay acceso vial para automóviles. Donc, je lui demandais à Juan Carlos s'il y a encore la mule, malgré les camions, malgré les moyens de transport, tous les moyens qu'on peut connaître. La mule est encore très utilisée aujourd'hui. On le voit sur le dessin de la photo de droite, pardon, il y a donc deux sacs de mule, un saco, c'est ça? Ahí más o menos son 125 kilos, que es una carga de café. Donc une charge de café, ce qu'on appelle une carga ici, c'est on va dire une mesure qui est souvent utilisée pour le café. On est donc à 120 kilos avec les deux sacs de café sur la mule, d'accord? Donc bien entendu que le muletier et la mule vont amener aussi un code vestimentaire intéressant. Je parle du code vestimentaire, le vestido. Nos puede mostrar lo que tienes. On va vous montrer un sac qui est assez intéressant, qui est typique de Jerico. En este momento, básicamente, tenemos el carriel. Esto se llegó a esta bolsa o a esta cartera porque los caficultores necesitaban recibir un dinero en el momento que vendían el café. Entonces se volvió el mejor. Donc il s'agit d'un sac de cuir de vache, hein, qui est utilisé par les muletiers, tout simplement pour, comme il y avait une marchandise, il y a donc des bons de commande, il y a également des billets, un échange monétaire, et donc pour garder tout ça, c'était un petit peu le sac que le muletier avait utilisé. Il va nous montrer un peu les poches. Entonces, para no darle todo el dinero a la señora, se crearon los bolsillos falsos o secretos. Donc là, on voit les poches, c'est multiplié par plein de poches. Et comme me dit Juan Carlos, pour éviter de donner tout l'argent à la femme, on va donc avoir des multiples poches qui vont camoufler. Et puis surtout, cette languette qui va protéger de la pluie, quelle que soit l'intempérie, tout est gardé précieusement. Donc souvent, il y a velas, cuchillos, agujas, hilos. Voilà, des aiguilles, il y avait du fil, il y avait un petit couteau, des bougies, voilà, tout ce qu'un muletier pourrait avoir besoin et qu'il faudrait garder au sec, c'est un peu son sac et c'est produit, en tout cas, de manière assez connue en Colombie, c'est produit ici. Sí, básicamente era para salir del banco o cuando les pagaban el café, echaban, escondían su parte, echaban y salían listos. Donc là, voilà, une fois qu'on s'était payé, ils mettaient tout à l'intérieur et c'était très bien protégé par ce sac de cuir qui, on le voit, a plein de poches. C'est très robuste, hein, c'est du cuir de vache, donc ça ne bouge pas, c'est à vie. Et on voit même ça, c'est vraiment le carriel traditionnel qui est présent à Jerico. Si vous venez dans le village de Jerico, vous le verrez partout. Et en Colombie, c'est très connu. Et on le voit même sur la photo de droite, il a un espèce de carriel. Donc les mules sont fondamentales au développement, en tout cas au premier moyen de transport, avant l'arrivée des routes et du train.
les mules étaient le principal transport utilisé pour acheminer le café vers des centres ou des coopératives. C'est le premier pas, le premier transport utilisé. Le muletier aussi va avoir un autre code qu'on va voir un peu plus tard, mais on le voit déjà un petit peu, c'est son chapeau. D'accord? Donc la vie du café et de la mule, c'est indéniable. Hein, on ne peut pas le séparer. On va attaquer un autre moyen de transport avec ce visuel-là, c'est la chivas. Les chivas, ou ce qu'on appelle aussi escaleras. Officiellement, le nom d'origine est escaleras. Escaleras, en français, ça veut dire escalier, tout simplement parce que là, si vous suivez ma souris, il y a donc 2 échelles qui sont situées derrière. D'accord? Ces échelles vont permettre d'avoir accès au toit. Basiquement, comment sont faits les chivas? Ce sont des camions, on le voit, la devanture ici, c'est un camion Dodge des années 50 qui a été désossé, on a gardé le châssis et on a installé clairement une caisse en bois. C'est aussi basique que ça, avec un petit caisson, on va dire, au-dessus qui va permettre de mettre toutes les marchandises. Donc cette structure-là va être ensuite recouverte d'un laminé dans lequel on va pouvoir dessiner. Et là, souvent, c'est là un artiste d'origine le réalisait au compas et à la réglette. Vous imaginez le détail qu'il faut et le travail que c'est. C'est environ 1 mois à 2 mois de travail pour réaliser une chiva entièrement à son extérieur. Où c'est la géométrie plate. On voit à la devanture, il y a l'annonce du village. Généralement, c'est l'origine du village de la chivas. Là, il s'agit de Andes, un petit village à côté. Et la chivas a un rôle assez intéressant parce que là, on va donc forcément intégrer le café au-dessus. On va le montrer sur l'autre photo. Là, on voit tout le folklore que ça amène une chiva. Une chiva, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va passer sur toutes les fermes, tous les sentiers. On voit sur la photo droite, c'est parfois un peu périlleux. C'est même, pour certains qui n'ont pas l'habitude, c'est même dangereux. Ça fait partie du folklore. Et lorsqu'il arrive au village, la chiva amène aussi toutes les nouvelles de la campagne. Savoir si la récolte était bien, si la tante va mieux, si le voisin va mieux, si quelqu'un s'est marié. Enfin, vous imaginez que la chiva, c'était l'unique moyen de connexion. C'est un peu le bus des campagnes qui va relier à la fois les marchandises et les gens. Donc vous imaginez que là, c'est une photo qui a été prise à Aguadas, la photo de gauche, où on voit très bien qu'il y a toute une émeute qui se fait autour, les gens montent, il y a tout le temps cette partie à droite qui est ouverte. Tú tienes de pronto anécdotas de los viajes de Chivas, cómo se vive. Básicamente las chivas sirven para ir entre municipios. Aquí hay una que va a Jardín, otra va a Támesis, otra va a Andes. Generalmente es para comunicar entre municipios. Lo particular es que se suben los campesinos con animales y le pasan a uno la gallina y la es de llevar. Donc, ce qui est intéressant à travers la chiva, c'est ce que je demandais, c'est ce que lui, il a des anecdotes et surtout ce que c'est encore utilisé concernant le transport. Le transport, lui, est encore utilisé. Et ce qui est assez drôle, c'est que bon, c'est déjà un moyen de liaison entre les municipalités aussi. Et puis, c'est assez folklorique parce qu'il dit on est assis sur une petite banquette qu'on voit au milieu. Et puis, on vous passe la poule, on vous donne aussi les œufs, los huevos, la gallina, tout quoi. Les personnes un peu sous aussi qui se retrouvent sur le chemin, ça monte aussi. Donc, du coup, ça amène une petite, un petit folklore. Voilà, ils passent d'une ville à une autre sous. Donc, ça amène. Et c'est vrai que la Chivas a gardé ce côté folklorique à Carthagène, typiquement la Carthagène des Indes. La Cartagena est une discothèque. La Carthagène, c'est une discothèque. Beaucoup, ils ont enlevé les bancs et c'est devenu une boîte de nuit ambulante. C'est parce que la Chiva propose aussi, on va dire, une ambiance très folklorique. Et si vous avez l'occasion de venir visiter la Colombie un jour, c'est vraiment une belle expérience à vivre. ¿Es cómodo la Chiva? Te estás sentando en una madera con un algodón, como un cojín. Et vas-y, je lui ai demandé si c'était assez confortable. Donc il faut savoir qu'à l'intérieur, ce sont des banquettes en bois où les amortisseurs, les amortisseurs, c'est des lames. Et on a un tout petit coussin, éventuellement, si on est chanceux. Donc, bon, ça secoue pas mal. Hein. Il faut être prévenu avoir un dos assez solide et puis surtout
bon, ça fait partie aussi du folklore, mais là, on voit même que sur la photo de droite, il y a même des gens qui vont au-dessus, là. Dans cette photo, vemos que il n'y a pas seulement des marchandises, il y a aussi des gens qui vont au-dessus et qui se baladent comme ça. C'est parfois un peu périlleux, mais bon, ça fait partie du folklore et la chiva fait partie d'un transport utilisé qui en voie de perdition parce que les transports, les nouveaux camions sont beaucoup plus confortables. Ils sont uniquement dédiés aux marchandises, donc ça va beaucoup plus rapidement. Ils ne s'arrêtent pas à tous les coins de sentiers ou de fermes pour aller récupérer des gens. Ils sont plutôt dans des missions de transport de marchandises, donc ça va beaucoup plus vite. Donc la chiva diminue, mais elle reste comme un moyen de transport public sur certaines lignes. Et je vous invite vraiment à vivre ce moment si vous venez en Colombie. On va avoir un autre transport tout aussi inconfortable. Hein. Je crois que entre la Jeep et la Chivas, el confort es un poco igual. Hein. Lo que pasa es que este te lleva entre municipios. Es muy largo el trayecto. C'est ce qu'il me dit en général pour la transition qu'on va faire. C'est que le bus, lui, va souvent faire des voyages entre municipalités et la Jeep, elle, va rester plutôt autour du village. En Estrella. Voilà. Donc là, ça va être un transport qui n'a pas vu cette fameuse Jeep Willys apparaître quand on parle aussi du café de Colombie, un symbole traditionnel. Il faut savoir que ces Jeep Willys ont été rachetés par la Fédération nationale de café après la Seconde Guerre mondiale parce qu'il s'agit d'un véhicule donc, américain, hein, la marque Jeep, qui a donc fabriqué ces véhicules-là pour la Seconde Guerre mondiale, donc fait pour traverser n'importe quel terrain, n'importe quel type de climat et n'importe quel poids, comme on voit sur la photo de gauche. C'est parfois aussi très surchargé, mais elle avance quoi qu'il arrive. C'est très mécanique, très basique, mais au final très efficace et on va dire bon, c'est une navette spatiale qui traverse le temps parce qu'elle ne bouge pas. Ce véhicule-là peut traverser des années et ça fonctionne encore aujourd'hui. Les Jeep Willys, donc, comme je vous le disais, elles ont été rachetées durant la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, la Fédération nationale de café, pour augmenter le transport et augmenter, on va dire, le volume d'exportation, l'élément principal de développement pour la Fédération nationale dans la stratégie, c'était de développer les accès, parce que l'accès était compliqué. Et donc, pour substituer un petit peu à la mule, on va donc, pour ceux qui avaient les moyens, d'acheter une Jeep. Donc, ça a été réparti sur une bonne partie de la région café. La Jeep Willys, c'est un peu partout. Maintenant, l'usage des Jeeps sont beaucoup plus folkloriques, c'est un peu moins présent. Il y a encore beaucoup de municipalités qui l'utilisent, mais beaucoup c'est utilisé pour le folklore. La Jeep Willys est devenue de moins en moins présente aussi. C'est plus une pièce de collection. On va avoir aussi une scène là sur cette photo. C'est à Fredonia, où là on voit arriver les bananes plantains qui sont aussi assez pesantes. Donc là, ces véhicules-là, ça traverse tous les terrains. Il n'y a aucun moyen que ça s'arrête. D'accord? Donc les Jeep Willys, là aussi, quand vous aurez l'occasion de venir, et je vous invite tous, c'est de faire un petit voyage en Jeep. Beaucoup les Jeep maintenant sont convertis en collectivo, comme nous disait Juan Carlos. Maintenant, c'est des collectivos. Estos vehículos donde todos suben para un destino y sí. comparten. Pero ahí también llegó, ahí descargaron y se fue. Al igual todos quedan de encontrarse ahí para volverlo a recoger en la tarde y llevarlos a la finca. C'est devenu un petit peu aussi un moyen de transport entre les fermes, où là on le voit, le véhicule rouge il dépose les bananes plantains et les personnes et ensuite il repart à une autre course et il fonctionne un petit peu maintenant comme ça. Ce qu'on appelle ici des collectivos, c'est que c'est plusieurs fermes qui vont s'unir pour acheminer des marchandises ou des gens, et chacun paye un peu sa portion. Donc la Jeep Willys est devenue plus une pièce de collection maintenant qu'un moyen de transport réel, mais toujours aussi efficace. Et bon, je crois que les années l'ont prouvé et elle reste éternelle. On va montrer un autre élément assez intéressant dans la culture du café, c'est tout simplement le chapeau. Le chapeau que Juan Carlos nous présente. Este sombrero es de dónde? Este es de Aguadas Caldas. Es un sombrero típico hecho de la penca de una iraca, se llama ahí lo confeccionan y es muy famoso porque forma muy bien y nos gusta mucho el sombrero. Ce chapeau-là, vous l'avez vu sur la tête des muletiers que je vous présentais dans le premier diaporama. Ce
Ce chapeau-là est très connu en Colombie et vous remarquerez que la forme est assez commune au chapeau de Panama. Tout simplement parce que le palmier utilisé est la même. Et bon, le chapeau Panama est en fait réalisé en Équateur, dans un village, dans une ville qui s'appelle Cuenca. Et c'est un Équatorien qui est arrivé dans le village d'Aguadas, qui est un village voisin d'ici, et qui a commencé à montrer la façon dont était travaillé le palmier Araca. Arica ou Arica? Araca. La palme. Iraca, pardon. Donc le palmier Iraca, c'est le palmier qui va être utilisé. Donc on voit la première version sur l'image, on voit le début du chapeau et puis on voit le produit fini qui est une merveille. Hein. C'est très souple. On voit que c'est aussi un travail très fin. Plus il y a de filaments, on va dire, plus c'est serré, mieux c'est travaillé. Et puis c'est quand même très élégant. C'est muy elegante en el pueblo. L'avantage aussi, c'est que ça couvre aussi une partie du visage. Ce n'est pas le chapeau le plus utilisé pour le travail. On va avoir un autre chapeau qui est utilisé plus dans les champs. C'est más en el pueblo, este tipo de que el trabajo. Esa es la pinta dominguera, digamos. La pinta del domingo. Ah, voilà, il dit c'est un petit peu se mettre sur le 31, on va dire. On se met élégant. C'est un peu la figure élégante. Il faut le carriel et le chapeau. Et comme ça, on est dans l'élégance de ce que le village, la tenue du dimanche, hein, on peut dire à l'ancienne époque. Mais c'est un chapeau d'élégance plus que de travail. On va avoir un autre chapeau qui va être constitué avec un autre palmier. On voit ici, ce chapeau-là, c'est le zenou ou le volteado. Le volteado, ça veut dire en espagnol la boucle. C'est un autre type de tissage. C'est en fait beaucoup de boucles avec des dessins qui vont être complètement différents. Et l'avantage de ce chapeau-là, c'est qu'il est beaucoup plus adapté au travail. Pourquoi? Parce que les ailes du chapeau sont beaucoup plus larges. On protège le visage et le cou. Et quand on travaille en plein soleil, c'est quand même nettement plus, on va dire, pratique d'utiliser ce genre de chapeaux-là, qui sont d'origine de la côte. Et les dessins représentés sur ces chapeaux-là, ce sont des dessins qui sont d'origine de la civilisation des Zénous. Les Zénous, c'était une communauté indigène qui était présente sur la côte Caraïbe. D'où la présence de ces ailes beaucoup plus grandes. Ça protège tout le personnage. Et aussi, on va avoir, comme je remets mes manches, on va tout protéger en mettant les manches comme larges, les manches longues, plus le chapeau. En général, ils vont être très couverts. Et là, on peut récolter, on peut travailler dans les champs sans qu'on se fasse, on va dire, attaquer par le soleil, et qui est très important quand on est en altitude. Comme je vous disais, on est à 1950 mètres d'altitude ici, et on est à 20 degrés. Et les températures moyennes sont de 16 à 20 degrés, mais le soleil frappe fort. 2000 mètres d'altitude, ça attaque un petit peu plus qu'au niveau de la mer, bien entendu. Donc ça, c'est un autre type de chapeau qu'on peut présenter aussi, qu'on voit dans les champs. On va attaquer une autre partie de la culture café, et ensuite on passera à la consommation. C'est les maisons. Les maisons, bon là, on va faire valoriser le village de Juan Carlos. C'est des maisons de Jerico là qu'on va trouver. Ces maisons d'origine, on va avoir deux types de maisons. La première, c'est à gauche, une maison très grande avec un seul étage, faite en torchis, ce qu'ils appellent ici le bareque. Donc c'est un mélange de terre et de paille qu'on va couvrir avec de la canne à sucre, et on va recouvrir ensuite d'un autre torchis et de la chaume. Donc avec des tuiles très basses et un seul étage, comme je vous disais, et on va le voir un peu plus tard, avec un patio central qui va amener toute la lumière, parce qu'on voit que la devanture du toit est très avancée pour les intempéries, notamment la pluie et le soleil. Donc là, c'est vraiment typique de la région café. Vous allez en voir partout. C'est assez... moi, je le mentionne comme une dolce vita quand vemos estos cafés. Ouais, c'est le style républicain, comme on dit ici. Certains en France, pour les Basques, vont surtout assimiler l'architecture très proche des Basques. Il y a beaucoup d'origines basques dans la région Antioquia ici. Et dans les grandes demeures, surtout dans les villages, on va avoir l'apparition de deux étages, comme on le voit, avec ces belles portes
très bien travaillé, tout en terre, en bois. Et puis, on va avoir une température. En général, estas casas, la température, c'est une température idéale. Il va avoir le patio central et les fenêtres qui vont être données à l'extérieur. Donc, on va avoir le vent qui va circuler constamment entre les pièces, où souvent toutes les pièces sont toutes interconnectées par des portes communes. Donc, ça, c'est très aéré. Et puis, bon, c'est vraiment la température idéale. C'est très agréable de vivre dans ces fincas. On va avoir un autre exemple ici, un Jerico. On voit le village des terres de Juan Carlos. On a été un peu chauvin sur ce coin-là, mais l'objectif aussi, c'est de pouvoir présenter un peu tout cela. Et là, on voit très bien les pentes sur lesquelles est situé le village et les couleurs. Antes, j'ai demandé à Juan Carlos si les couleurs étaient aussi vives. Alors, antes, los pueblos habían colores así o se llegó tarde. Esto se llegó tarde. Esto fue un proyecto que tuvo un alcalde y regaló la pintura y nosotros poníamos la mano de obra. Entonces nos enseñaron a mezclar colores y todas estas cosas. Por eso el pueblo es tan colorido. Donc une bonne partie du village est colorée comme cela, mais d'origine ce n'était pas le cas. Beaucoup de ces villages sont devenus maintenant assez mythiques pour leur couleur, mais d'origine c'était plutôt terne, et c'est le maire de la ville qui un jour a donné des pots de peinture aux propriétaires des maisons et a commencé à dire allez-y, peignez vos fenêtres, vos portes, et voilà, c'est devenu un petit peu la culture. Hoy día, todos los días, todos construyen un poco de esta manera. Ya no se puede construir ni cambiar fachadas, somos pueblo patrimonio. Somos pueblo patrimonio, no podemos tocar las fachadas. Aujourd'hui, le Jerico est devenu un village patrimoine, donc le village ne peut plus être changé, métamorphosé, donc tout le monde doit respecter ce code d'harmonie de couleurs. Cada propietario elige sus colores, pero tiene que tener armonía. Donc chaque propriétaire va être libre de choisir l'harmonie des couleurs, mais il faut que ça soit harmonieux, d'accord? Et ça, maintenant, c'est obligatoire de conserver, si on veut être dans le centre, en tout cas du village, de garder cette identité de couleur. Et para mí, ça fait partie de la culture et du caractère des Colombiens. La couleur, la vie, c'est assez caractéristique. On va mettre une dernière photo pour la culture, c'est les patios. Quand vous entrez dans ces premières portes, là, les portes qu'on vient de voir, dès qu'on ouvre ces portes, on arrive là, dans ces patios, et là on comprend mieux le cadre de vie et l'excellence de vie que c'est. C'est des patios très ouverts, donc souvent un toit central ouvert, qui donne naissance à des jardins. On le voit souvent avec des fontaines d'eau qui apaisent énormément l'ambiance. Et puis, bon, les mots ne suffisent pas à décrire cette beauté qu'on voit ici. C'est très agréable. L'intérêt aussi des patios, et bon, l'autre aussi, on va dire, problème, c'est qu'on va connecter toutes les pièces vers ce patio, donc toute la vie, disons, des gens qui vivent dans cette maison, on a peu d'intimité. No había tanto intimidad a la época por estos patios y sus piezas interconectados. Pero básicamente los hacían era para que fuera muy fresca la casa. Eso le da mucha tranquilidad, mucha paz y al igual de frescura. Donc le patio a un bon rôle de ventiler une bonne partie de la maison, et c'est vrai qu'en termes de privacité, comme toutes les pièces vont être connectées à ce patio, dès qu'on rentre dans le patio, on rentre dans l'intimité des gens, clairement. Il n'y a plus de secret, disons. Et c'est pour ça que souvent, on dit que les gens qui rentraient dans le patio, c'était des gens qui étaient déjà présentés. C'était parce qu'on rentrait déjà dans l'intimité, on voyait les chambres, on voyait la cuisine, on voyait la vie de la maison dans son intégralité. Mais bon, voilà, c'est une qualité de vie très agréable. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons qui ont gardé grâce à ce classement patrimoine. On va fermer la parenthèse culture et on va surtout s'orienter vers la consommation. Maintenant, on va vous présenter différentes méthodes de consommation du café. En France, on va beaucoup l'assimiler à l'expresso, mais nous, on va vous présenter d'autres types de méthodes, et on va essayer de aussi vous montrer les profils de tasses qui pourront se présenter autour de ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va
On va y répondre à la fin de tout ça. Donc, on va commencer à vous présenter. On va commencer par le plus simple, le plus connu, la Moka. On va attaquer aussi la presse française, italien et puis français. C'est pour les noms en tout cas. Juan Carlos, estos dos métodos aquí están utilizados o están más como Más la Moka est plus utilisée. Donc la Moka, c'est un principe assez simple. C'est tout simplement la filtration par vapeur. Désolé pour le son métallique. Où on va avoir justement ce filtre. D'accord? Donc c'est quasiment proche de l'expresso. On va avoir un filtre assez fin, métallique. Et donc, ici, on va avoir le récipient, on va recevoir l'eau. D'accord? Donc ces filtres-là, enfin ce café-là, qui va donner la Moka, on ne va pas faire de filtration, mais ça va être un petit peu entre la presse française et l'expresso. D'accord? Le petit truc pour éviter que ça soit brûlé, c'est de mettre l'eau chaude déjà dans le récipient, chauffer, et ensuite être attentif dès les premières entrées d'oxygène, d'oxygène dès qu'il n'y a plus d'eau. Il faut refermer et éteindre le feu et servir tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est tout métallique, donc la température va monter beaucoup. Le problème majeur de esto c'est que todo es metálico, entonces la température sube. Et pourquoi on parle de cette température? Parce que la température, c'est important, la température va continuer à faire cuisiner le grain qui est déjà cuisiné. Le grain, lorsqu'il est présenté, il est déjà prêt à être consommé. Et lui, le risque avec cette méthode-là, c'est qu'on risque de faire augmenter encore la cuisson. Donc c'est comme si on vous présentait une viande à point, eh ben, ça peut vite devenir un peu plus brûlé, disons, avec cette Moka. Mais si c'est bien géré, c'est très bon. Puis ça donne un bon compromis d'expresso maison, hein, si on peut dire. Les Italiens en raffolent. Voilà. Après, ça dépend de ce qu'on attend aussi de l'expression café. Toutes les méthodes qu'on va vous présenter, l'objectif, c'est pas de dire quelle est la meilleure. L'objectif, c'est plutôt de se dire qu'est-ce que vous attendez d'un café. Et c'est surtout ça la grande différence. D'accord? L'avantage aussi, c'est que ça reste peu coûteux, c'est très pratique pour les voyages. Maintenant, il y a même des Moka qui fonctionnent avec des plaques à induction, donc ça peut être gaz ou induction, ça marche très bien. Il y a même maintenant des électriques, donc l'avantage, c'est son coût et la praticité. Puis ça voyage très bien. Lo bueno, c'est viajar, c'est parfait. Et c'est pas très technique non plus. D'accord? On va passer à la piston, presse française. Donc là, c'est déjà un support en verre. Donc là, on a une température nettement mieux contrôlée. Puis on va avoir un filtre différent. Je vous présentais l'autre filtre de la Moka. Là, on a un filtre, c'est une petite maille. Hein. C'est une maille, donc c'est différent et ça va laisser passer plus de corps. Hein. Tenemos más cuerpos con esto. On va un corps beaucoup plus présent dans la presse française. Et puis la différence, c'est que la presse française, on va avoir un contact constant durant 4 minutes au café. Et ça change beaucoup de choses. La Moka, c'est un passage. Donc c'est un passage un petit peu comme l'expresso. Ça va être de la vaporisation qui va monter, qui va redevenir liquide. Ici, on est en contact constant. Qu'est-ce que ça change? Ça va changer que le goût va changer forcément du café, l'expérience va changer. Es más dulce. Ça va être beaucoup plus sucré, parce que si on prend le café dans l'espace-temps en contact avec l'eau, plus c'est réduit, plus c'est acide, plus c'est augmenté, plus c'est sucré. L'objectif pour préparer un bon café, c'est d'arriver au milieu et de garder ce point d'équilibre. D'accord? C'est pour ça que souvent, dans les méthodologies dans les méthodes de filtration, on va surtout dire un espace-temps pour ne pas faire trop d'extraction et non pas de sous-extraction non plus. D'accord? La idea también de estos métodos es guardar un equilibrio de filtración para no sobreextraer ni subextraer. Lo bueno de esto, la bonne chose de ça, c'est qu'on peut faire du cappuccino aussi. Sí. Comment hacemos para preparar la leche? Il va nous montrer comment faire un petit cappuccino, mais rapidement sans l'image. Colocamos la leche caliente. Donc on met le lait chaud. Sobre la leche. Y a medida que vaya subiendo la leche, va subiendo también. D'accord. Y debe duplicarse la leche. À chaque fois rajouter. Agregar et agregar. Sí. No. Le echas la leche y con el movimiento debe duplicarse la leche.
D'accord. Donc, une manière assez simple de pouvoir faire un cappuccino à la maison avec cet outil-là, la presse française, on va mettre du lait chaud dans le compartiment et puis vous allez ajuster le filtre au niveau du lait. Et en faisant le mouvement rapide, il faut un bon mouvement, hein, vous allez voir que le lait va commencer à monter, puis vous réajustez pour rester à la surface et petit à petit, vous allez voir que ça forme une mousse et ensuite vous pouvez se servir. On sert au-dessus du café. Pero no con, tienes que sacarla. Ouais. Ensuite, il faut le enlever parce que sinon, effectivement, il faut enlever le filtre. Sinon, on refiltre et là, on retrouve du lait. Donc, il faut enlever le contenu et vous servez intégralement le lait qui va être en forme un peu mousseuse. Et là, ça va donner un petit cappuccino maison assez simple. C'est un peu un mousseur de lait maison et manuel. Donc, c'est l'intérêt aussi de cette presse française qui est intéressante, il faut l'avouer. C'est une autre méthode. Allez, on va aller chercher une méthode un peu plus originale. Là, voici. Donc là, je laisse mon ami Juan Carlos, il va nous expliquer. Entonces, debes echar el agua. Aquí viene la marca hasta donde. Comment ça llama? Se llama sifón. Donc ça s'appelle le siphon. Cette méthodologie, c'est le méthode de filtration, c'est siphon, donc c'est japonais. Hein. Okay. Entonces, ingresamos el agua, se prende la mechera. En el momento que está caliente, colocamos el. Donc, on met l'eau chaude dans ce compartiment, dans cette ampoule. Ensuite, on va chauffer ici, parce qu'il s'agit d'une bougie. Donc, on va maintenir l'eau chaude et dès qu'elle arrive à una vez que hierva, Él sube por el tubo y se deposita en la parte de arriba. Donc, une fois que l'eau chaude va commencer à transformer en vapeur, elle va commencer à passer dans l'autre compartiment qui est ici. D'accord? Levantamos, echamos el café. Là, donc, une fois que l'eau ici, on met le café là-haut, on remue. Revolvemos, tapamos. A los 2 minutos, retiramos el fuego. On attend 2 minutes, on retire le feu. Él pierde presión. Aquí hay un filtro, atraviesa el filtro y queda listo para servir acá. Donc là, il y a un filtre pour la photo. Montrer le filtre. Le filtre ici, une fois que la température va redescendre, il va naturellement redescendre, ça va être une dépression et ça va retomber ici. Et une fois que c'est terminé, comment c'est servi? Et voilà. Ça, c'est japonais. ¿Qué perfil de taza tiene esto? Es más dulce, pero mucho más fuerte por la presión. Todos los aparatos que tienen presión son más amargos, resaltan más los amargos del café. Ça va donc développer un peu plus les amers du café. Et puis el cuerpo, como Es denso. un corps très dense. Donc c'est une technique japonaise qui est peu connue du grand public, disons. C'est pas no es muy común. Hein, c'est assez coûteux aussi comme méthode de consommation, mais bon, en tout cas, c'est très visuel et puis ça change de méthodologie. Ça change vraiment aussi la tasse, hein, c'est ça ici qu'il faut voir. Chaque méthode va donner une tasse différente. On peut prendre le même café et faire toutes ces méthodes-là, ça va développer un autre profil. Dernière méthode, et après on va en faire un en direct. Cette méthode-là, ça s'appelle l'aéropresse. J'ai oublié un support. Donc l'aéropresse, c'est une espèce de piston. On va avoir un filtre métallique et papel. Et ensuite, on va en mettre un filtre papier. D'accord? Entonces, colocamos el café. Donc là, on va mettre le café avec l'eau. On remue un peu. Ensuite, on va on va mettre le filtre en place. Oh, como quieran. Et ensuite, on va avoir donc, il faut exercer la pression pour effectuer la filtration. Donc l'aéropresse, ce qui est intéressant à travers cette filtration, c'est pratique pour les voyages, para viajar, es muy práctico. Un perfil de taza, ¿qué nos ofrece este? Pasa lo mismo que con esta, por la fuerza que tiene, resalta más los amargos. Pour la pression qu'on va exercer, comme pour la moka et pour le siphon, on va donc avoir beaucoup plus, ça va faire rejaillir plus les amers. D'accord? C'est très dense,
rond aussi. C'est très pratique pour les voyages. Vous pourrez regarder, ça s'appelle Aéropress. C'est relativement intéressant comme principe. Il y a même des concours, hein, avec concursos national. Il y a des concours nationaux, internationaux de préparation d'Aéropress. C'est pas très commun non plus de le voir chez les gens, mais pour les gens qui aiment le café, qui apprécient le café, ils vont parfois vous présenter comme l'Aéropress une méthode intéressante. On va finir par une dernière méthode. Là, c'est pour nous, en tout cas pour le café colombien, une méthode intéressante. Ça s'appelle le Chemex. La forme et la présentation vous paraît assez laboratoire et c'est chimique. Et c'est la raison aussi parce que c'est un chimiste allemand qui a réalisé cet objet. Et on voit très bien la raison de tout ça. C'est qu'on va donc avoir ce centre ici en bois qui permet de pouvoir l'utiliser. Ce qui est intéressant dans le modèle, c'est que c'est entièrement en vitre. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est quand même c'est une matière pure. Hein, on va pouvoir la purger. Et on va faire une démonstration de ce Chemex. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment adapté. C'est une question de goût aussi. C'est mon goût et celui de Juan Carlos. C'est qu'on va pouvoir vraiment avoir les arômes. Los aromas de eso es muy distinto. Sí. Entonces vamos a iniciar con la colocación del filtro. Donc on met un filtre, c'est quand même mieux d'avoir un filtre papier. Entonces no es sino doblarlo a la mitad. Donc là, doblamos y esa punta la colocamos. La dejamos caer. Et là voilà, il vous a montré comment réaliser. Donc en prenant les coins, parfois selon les filtres c'est déjà préparé. Là c'est un filtre de papier, un bon grammage. Il y a parfois les filtres de métal ou il va y avoir des filtres aussi en tissu. C'est recyclable, c'est intéressant, mais personnellement, il y a quand même au bout d'un moment, l'utilisation va commencer les saveurs vont rester collées au bout d'un moment sur ces matériaux. L'avantage du papier, c'est que on va pouvoir quand même garder, on va dire, une transparence pour le café. Vamos entonces a hacer un precalentamiento. Donc on va commencer comme c'est du verre et comme souvent comme pour la presse française, il faut commencer par le purger et puis l'avantage c'est que ça va purger et on va commencer à faire monter en température le verre. Comme ça, on va éviter le choc thermique pour le café, ce qui peut donner en tout cas un profil de tasse différent si on ne préchauffe pas le verre. Voilà. Y se purga le mismo. Sí. Parce que souvent, c'est pas facile à nettoyer. Hein. C'est quand même. Y el papel se le quita la cera que trae normalmente. Donc là, ça va être le dernier moment. On va boire un petit café ensemble si ça vous dérange pas. Donc là, le Chemex, il est chaud déjà. Et c'est purgé. On va attaquer le précieux sésame, on va mettre du café. Voilà, donc là, forcément, on va être un peu chauvin, on va envoyer du café de Jerico. Donc c'est à 3 heures au sud de Medellín. Alors pour le Chemex, en général, on va sur un ratio, parce que ça c'est dans la consommation, on va dire que de manière assez traditionnelle, on ne regarde pas trop, on fait un peu à l'œil. Si on veut être un peu plus exigeant sur le ratio, le ratio, c'est le rapport au café. Donc, pour la Chemex, on recommande en général 1 gramme de café pour 16 grammes d'eau. On parle tout le temps en grammes dans les ratios. Entonces, cuando uno no tiene la báscula, debe medir con el pocillo que normalmente uno consume el café. Entonces, medimos las 2 tazas que vamos a preparar. Donc là, on le fait un petit peu là, comme si vous étiez à la maison. On n'a pas tout le temps une balance disponible pour pouvoir grammer, on va dire, pour peser, pardon. Et donc, on va le faire à la tasse, comme on pourrait le faire en maison. Ce qui est l'avantage aussi de cette méthode-là, c'est que c'est assez accessible pour n'importe qui à la maison. A iniciar, lo hacemos despacio y hacemos una preinfusión. Donc là, on va avoir une pré-infusion. Ça s'appelle le Bloom. Le Bloom, qu'est-ce qu'il y a mal là. Donc là, on voit déjà qu'il y a une petite mousse blanche qui se forme.
Alors les arômes qu'il a en contact de l'eau vont être complètement différents que lorsque c'est sec. On va voir cette méthode là qui, on le voit, c'est goutte à goutte, hein, c'est un peu de. Donc le temps estimé, hein, après c'est en fonction des tasses, enfin du nombre de tasses qu'on va travailler. Mira lo que sucede cuando le echamos el agua, empieza a salir una crema más espesa, cuando el café es fresco. Lorsque le café est frais, bien frais, on va avoir cette crème blanche là qui apparaît. Et plus il est frais, plus elle est importante. Donc ça, c'est un petit code que vous pourrez assez facilement voir. Ça apparaît beaucoup plus avec ce type j'allais dire de service, c'est un pichet en coup de doigt qu'on appelle ça. C'est ce fameux qui permet de réguler l'eau et non pas de servir un peu trop chaotiquement, disons, le café. Donc là, on voit cette belle mousse là qui se forme. Ça fait quasiment une liqueur. Hein. Nosotros le llamamos cuello de ganso. Voilà, la traduction en espagnol est la même pour le coup d'oie. En français, c'est coup de cygne. Okay. On me dit dans l'oreillette. Entonces, lo que hacemos nosotros, a mí no me gusta llenarla, sino que lo voy haciendo despacio para que sea más concentrado. Donc là, on voit que l'eau est très homogène quand elle est servie, ce qui évite en fait les turbulences, hein, ce qu'on appelle dans le service du café. Et là, bon, on ne pourra pas vous partager les arômes, mais nous, on les a. On aura un module où on enverra donc des échantillons de plusieurs types de café. Et comme Grégory n'est pas là, mais je me permets de le faire, on le fera aussi pour le chocolat. L'objectif, ce sera pour les gens de pouvoir participer, de pouvoir faire une dégustation simultanée avec vous, en vous enseignant un petit peu qu'est-ce qu'on peut découvrir dans les cafés. Donc, on enverra des échantillons. Ce sera notamment avec les gens qui nous suivront le plus. Donc, ceux qui ont suivi les modules fréquemment auront accès gratuitement aux échantillons. Et pour les autres qui voudront s'ajouter pour cette journée-là, qui sera au mois de novembre, vous pourrez, ça sera moyennant un coût. Mais vous recevrez plusieurs échantillons pour justement vous faire provoquer à avoir ces arômes et comparer les arômes entre des cafés différents. Parce que c'est vrai que dans n'importe quel travail de saveur et d'arôme, il faut rester sur de la comparaison pour pouvoir mieux assimiler en tout cas les propos et les mots. Donc le Chemex, on est entre 3 et 4 minutes maximum. Ça commence à se terminer là pour nos 2 petites tasses. Alors l'avantage du filtre aussi, papier et du filtre, c'est qu'on va donc retenir toutes les huiles. Hein. L'aceite se va guardar. On va avoir une tasse très propre. Por eso sale la crema. Porque empieza a haber el intercambio de oxígeno en el café y sale el aceite y queda la crème. Donc la crème, ça va être le contact oxygène, eau et café qui va produire cette crème. Et du coup, le filtre, lui, va retenir tout ça. Donc on va avoir une tasse souvent très propre, hein, ce qu'on appelle dans le terme, et puis très légère. Pour les grands amateurs de corps café puissant, c'est pas forcément la meilleure méthode, mais c'est vraiment une méthode qui est intéressante, en tout cas pour les cafés colombiens, parce que c'est des cafés très aromatiques, très florales. Et donc, le Chemex, c'est en tout cas une méthode intéressante pour pouvoir, en tout cas, extraire plus facilement ce genre d'arôme. Creo que estamos. Donc là, une fois que c'est terminé, on va quand même enlever le filtre pour éviter de mettre le marc dans la tasse. Et puis, l'avantage du Chemex, il y a ce petit bord qui permet donc de... Et puis, on n'a pas mis d'alcool. On va remuer un peu le Chemex là, pour homogénéiser la filtration. Et puis, on va servir dans les verres de vin. Pourquoi? Parce que ça va permettre aussi à vous de pouvoir constater aussi la couleur. Là, on ne sait pas si vraiment le rendu est très précis, mais c'est pas complètement intense. On sent que déjà qu'on a perdu en intensité comparé à
un expresso où là, on ne voit même pas le fond de la tasse. Ici, si on joue un petit peu sur le développement, on va avoir des couleurs marron, beaucoup plus fines. Et puis là, comme je vous dis, il n'y a aucun dépôt. Hein. No hay dépôt como la presse francesa que puede dejar. La presse française peut laisser un peu de marc si c'est mal filtré. Donc, puis on va avoir moins de densité. Donc là, c'est une filtration plus naturelle, plus douce. Et donc, la tasse, au final, en finit identique. L'avantage du verre de vin, c'est qu'on va pouvoir le jouer aussi pour vraiment développer. Donc là, on est sucré. On est là. Salud. Allez, santé. Voilà, c'est l'occasion aussi de prendre les questions. On a, à travers aussi le Chemex, on va développer plus le sucre, más dulce, Más dulce. beaucoup plus sucré, quand je vous ai aromatique, floral. On a une question. Le café exporté ou importé arrivé en France déjà torréfié pour la consommation directe. Alors, le café que moi j'exporte, oui. Alors, dans le monde du café, proprement dit, pour les torréfacteurs qui sont basés en France, la fraîcheur va être un petit peu diminuée. Mais bon, ça reste quand même que 4 jours de voyage pour arriver en France. C'est relativement limité. Puis c'est des sacs hermétiques qui permettent quand même de garder le minimum de contact avec l'oxygène. Donc le café est envoyé et torréfié. Toute la production est en Colombie. C'est un choix personnel parce que ça permet à Juan Carlos et à de nombreux Colombiens de pouvoir se développer. Et je considère que sans ce développement-là, il y a moins de valorisation. J'enlève rien aux torréfacteurs français qui travaillent et qui font des travaux remarquables. Hein, ça donne des cafés absolument magnifiques. Par contre, il est évident que je pars du principe que un produit qui est du pays, autant faire travailler la Colombie. Et puis, plus on valorise le producteur et les gens qui travaillent avec ces producteurs, et plus on montera en gamme, je considère, moi, dans le produit. Parce qu'effectivement, le producteur qui va être enfin valorisé à sa juste valeur et qui va pouvoir vendre son café, il va être beaucoup plus attentif qu'un producteur qui, lui, vend son café à une coopérative et on ne sait pas trop où ça va. L'avantage, c'est que là, c'est typiquement, pour ne pas me faire de pub, mais c'est le caféculteur, le producteur, lui, a choisi cette étiquette-là, c'est son logo, il a son contact, il y a son numéro, et puis c'est celui, quoi. C'est lui qui a choisi comment le café apparaît, c'est lui qui a choisi son design, et ça valorise hein, d'une manière ou d'une autre. N'importe quel producteur, quand il a son produit fini, il va mettre beaucoup plus d'attention, il va essayer d'aller chercher ailleurs, il va se dire ah, maintenant que ça marche, pourquoi pas aller voir autre chose. Et pour moi, c'est essentiel d'en arriver là, et aussi pour la tarifaction, parce que Juan Carlos, lui, travaille avec 36 marques, et tous les producteurs, ils viennent à la boutique et ils connaissent Juan Carlos, et Juan Carlos les connaît, donc il y a un rapport de confiance qui naît, et la tasse est choisie ensemble. Comme on en parlait hier, le producteur va choisir la tasse. Il va pas, le torréfacteur français va lui proposer une tasse complètement différente de peut-être que ce que le producteur attendait de son produit. Et parfois, beaucoup, de moins en moins, parce qu'il y a de plus en plus de conscience sur le producteur, mais parfois le producteur est incapable de savoir comment son café est dégusté et comment il arrive en tasse. Et ça, je trouve ça tellement triste pour un producteur de ne pas du tout avoir goûté à son propre café, et même d'arriver chez le producteur et de le voir consommer un café national qui est mal torréfié ou qui n'est pas du tout de bonne qualité, et il ne sait même pas comment son produit finit. Donc forcément, il va mettre moins d'attention, parce que entrer dans une coopérative classique, dans un schéma classique, le producteur, il devient un numéro de traçabilité, mais il ne devient plus producteur. C'est en tout cas mon point de vue, et c'est pour ça que je fonctionne ainsi. Et les cafés, en tout cas, sont tous torréfiés fraîchement. On garde au maximum 4 à 5 mois les produits torréfiés. Puis ensuite, on considère que les arômes commencent à descendre. Donc, on essaie de garder cette fraîcheur. C'est pour ça que c'est des micro-lots. On ne va pas sur des grands volumes, mais on va sur une valorisation complète et surtout une torréfaction, une chaîne de production totalement colombienne. Et moi, je trouve que plus on travaille avec eux, plus l'essence même de la production sera valorisée et valorisante. Je ne sais pas s'il y a des petites questions qui peuvent être faites en direct. Vous pouvez lever la main si vous voulez
poser des questions à Juan Carlos ou à moi. Alors, de manière générale aussi, quand le café commence à baisser en température, ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'autres arômes qui vont commencer à interagir, surtout l'acidité qui va commencer à grimper. Voilà, un petit café pour je ne sais pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas. Voilà. Apparemment, il semblerait qu'il y a des merci. Merci. En tout cas, merci pour conclure. Si vous avez pas de questions, je voulais remercier les personnes qui ont pu participer, qui sont été attentifs à notre présentation. Ça fait toujours plaisir. Le prochain webinar sera donc le dernier lundi du mois. Je ne l'ai plus en date, en mémoire. C'est toujours les derniers lundis du mois. Donc, chaque mois, la prochaine étape, ça sera pour la production. Donc, on ira, Grégory et moi, on sera dans une chaîne on sera chez un producteur. On espère pouvoir trouver les producteurs pour être en direct des plantations. Mais l'objectif, ça sera de vous présenter des producteurs qui eux parleront de leur travail, de la terre et de la force et de tout ce qui implique aussi le travail du cacao et du chocolat, surtout. Et puis le café, comment il arrive en tasse, quoi. Donc on va avoir un échange avec des gens de terre qui vont nous expliquer un peu toute leur tâche quotidienne que c'est et leur attention que c'est autour de la plante. Donc merci encore pour avoir rejoint cette session-là. N'hésitez pas si vous avez des questions subsidiaires. Comme je vous disais, comme Greg vous disait aussi, on a enregistré la session. Le premier module, on l'a enregistré, on va bientôt le mettre en ligne. Et celui-ci aussi est enregistré, donc il sera également mis en ligne peut-être après le module 3 pour que les gens puissent revisionner et puis reprendre les informations un peu plus tranquilles, où les personnes qui ont raté le module pourront aussi rejoindre. Donc merci encore. On est toujours content de pouvoir partager notre passion. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu tiempo. Merci beaucoup. Et puis, nous, on garde toujours l'attitude et le mouvement actif. Donc, n'hésitez pas à faire relayer aussi l'information à des gens qui peuvent s'ajouter. Et puis, on vous attend avec impatience pour les prochaines sessions. Un grand merci. Et puis, prenez soin de vous. Et à très bientôt. Merci encore.